Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le guide du survivant pour les nouveaux locataires. Je n'ai pas beaucoup dormi la nuit dernière non plus. Le manque de sommeil m'amène à me demander si toutes ces choses qui se produisent sont dans ma tête ou non. Mais chaque fois que je vois cette fichue note, je me rappelle que tout cela est bien réel. J'ai passé des heures hier soir à chercher tout ce que je pouvais sur Prudence Perret. S'il avait vécu dans un grand manoir sinistre, j'imagine qu'il aurait été facile de le trouver. Mais nous, qui vivons dans des tours, ne sommes pas aussi bien documentés. Personne ne s'intéresse à nos vies, aussi extraordinaires soient-elles. J'ai trouvé un article sur la personne disparue de Théa Perret. L'article suggère qu'elle a disparu sous la garde de son grand-père alors qu'elle jouait dans le parc situé en face de l'immeuble, très tôt le matin. Les entretiens avec ses parents ont révélé qu'ils avaient tous deux renié Prudence. Malgré les nombreuses années qui se sont écoulées depuis la mort ou la disparition de Théa, ses parents semblent ne pas avoir pardonné à Prudence. Il n'y a aucune mention de lui sur leurs réseaux sociaux et il ne semble pas être impliqué dans la vie des autres enfants qu'ils ont eus depuis. Les recherches sur la famille Perret dans la région étaient également sans issue. J'ai regardé lien après lien, désespéré de trouver quelque chose, mais ils commençaient tous à se confondre, jusqu'à ce que j'aperçoive enfin quelque chose. Une nécrologie sur Thérèse Perret, qui était tombée de la tour dans des circonstances inexpliquées après avoir été diagnostiquée comme atteinte de démence quelques mois avant sa mort. J'ai été surpris que cela n'ait pas fait les gros titres. Cela ne faisait qu'1 an. Il n'y avait pas de détails sur l'endroit où les trouver, mais son mari Prudence et sa sœur Nathalie étaient listés comme des personnes à contacter pour obtenir des détails sur les funérailles. C'est effrayant ce que l'on peut faire avec Internet de nos jours, mais rien qu'avec ces numéros de téléphone, j'ai pu les entrer dans un annuaire inversé et trouver l'adresse de Nathalie et Tony Lafleur, la sœur et le beau-frère avec lesquels Prudence était censée vivre. Vers 4 heures du matin, j'ai réussi à dormir un peu, mais pas beaucoup. J'étais de nouveau debout et bien réveillé vers 7 heures du matin. J'ai vu sur les médias sociaux un message d'un des proches de Sébastien qui indiquait qu'il avait été identifié et que son état était stable. Cela a desserré le nœud dans mon estomac qui était présent depuis que j'ai trouvé la note. À 8h50, j'ai ouvert la porte de mon appartement en espérant voir le facteur Yves. 4 minutes se sont écoulées et, au lieu du facteur, un homme âgé s'est avancé dans le couloir. Il avait une canne et des yeux bienveillants. Dans son bras libre, il portait un petit sac en plastique contenant un journal et du lait. Je lui ai rendu son sourire. Il me rappelait mon grand-père. Je l'imaginais sortant des bonbons de sa poche pour ses petits-enfants et les faisant taire quand leurs parents ne regardaient pas. Un peu plus loin dans le couloir, le vieil homme s'est arrêté et s'est retourné. Il m'a regardé dans les yeux d'un air compatissant et m'a expliqué que le facteur ne passait pas le dimanche. Il a souri en connaissance de cause et s'est retourné pour déverrouiller une porte d'entrée dont je n'ai pas pu voir le numéro avant qu'elle ne soit fermée. Lorsque j'ai vu la porte se refermer et le numéro 48 s'afficher en gras, j'ai compris ce que Prudence avait voulu dire. Monsieur Dubuisson semblait être un homme charmant. Je me suis assis dans mon appartement et j'ai soupiré en regardant les différents onglets ouverts sur mon ordinateur portable. Vers 9h15, on a commencé à frapper à la porte du balcon. Le laveur de vitres était de retour. Je ne me sentais pas aussi terrifié que la première fois. J'étais plutôt en colère. Il m'a fallu toute la force de retenue de mon corps fatigué pour ne pas l'aborder. Ne serait-ce que pour lui dire d'aller se faire foutre. Ses demandes apparemment sincères m'irritaient. Après environ 20 minutes d'observation, les coups ont commencé à me donner mal à la tête. Alors j'ai quitté l'appartement. Je me suis dit qu'il n'y avait pas de meilleur moment que maintenant pour me rendre chez Prudence Perret, ou du moins chez ceux qui l'abritaient. Je ne pouvais plus supporter les yeux du laveur de vitres. Il y avait quelque chose en eux. Ils vous donnent vraiment l'envie d'ouvrir la fenêtre. J'ai regardé l'ascenseur en entrant dans le couloir commun, et j'ai décidé qu'aujourd'hui je prendrais les escaliers.
Je ne pouvais pas supporter l'idée d'être dans une petite boîte dans laquelle ma partenaire est probablement morte très douloureusement. Mon cœur s'est effondré dans mon estomac rien qu'à cette idée. Les escaliers étaient aussi pourris que l'ascenseur. Nous les avions empruntés plusieurs fois le jour de l'emménagement, mais je ne les avais pas vraiment pris de la même manière que maintenant. J'ai pensé aux règles et à toutes les choses étranges qui se passaient dans ce bâtiment. J'ai regardé les numéros mal peints sur les murs à mesure que j'atteignais chaque palier. Rien n'est simple dans ce bâtiment. J'ai regardé les chiffres. 7, 6, 5, 5, 4, 3, 4, 2, 4. Peut-être était-ce le manque de sommeil, mais mes jambes étaient d'accord avec mon esprit pour dire que je venais de descendre beaucoup plus que 6 étages. Il y avait eu un pépin. J'ai regardé la cage d'escalier poussiéreuse et mal éclairée depuis le bas. Elle semblait sombre malgré le soleil qui pénétrait par le panneau de verre des portes du bâtiment principal. La note ne mentionnait pas d'escalier défectueux. Peut-être que j'étais vraiment en train de perdre la tête. Alors que je me retournais pour sortir du bâtiment, une femme est entrée. Elle avait entre 30 et 40 ans et était accompagnée de 2 enfants en bas âge, un garçon et une fille. J'ai deviné qu'il s'agissait de jumeaux, car ils étaient tous deux incroyablement blonds, avec des yeux marrons et ronds comme celui d'un chiot, et ils ne devaient pas avoir plus de 6 ou 7 ans. Ils étaient aussi proches que possible de l'identique pour des jumeaux de sexes différents. Je ne suis pas fan des enfants, mais ils étaient super mignons. La dame avait une coupe courte qui s'allongeait sur le devant. Les cheveux étaient uniformes et teints d'une couleur brune parfaitement homogène. Je savais qu'ils étaient teints parce que ses racines étaient blondes, comme celles de ses enfants. Elle avait l'air aussi fatiguée que moi, mais elle s'est ressaisie en me voyant, se passant les doigts dans une partie de ses cheveux qu'elle avait dû rater en partant si tôt ce matin. « Bonjour. Vous rendez visite à quelqu'un ?» Elle me demande, essayant de faire la conversation. « Non, je viens d'emménager dans l'appartement 42 au 7e. J'allais justement partir. Où êtes-vous » Je voulais absolument partir. Je devais retrouver Prudence, mais je ne voulais pas être impoli. « Je suis à l'appartement 26. Je m'appelle Magali. Voici Jean et Jeanne. » Elle a fait un geste vers les 2 petits-enfants qui se cachaient timidement derrière sa jupe. « Bienvenue dans le quartier. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. »« Je m'appelle Benoît, mais les gens m'appellent aussi Ben. C'est très gentil de votre part. Merci, je vais... Ah, attendez, il y a quelque chose qui ne va pas avec les escaliers ?» Je me suis arrêté avant d'entrer dans les détails. « Il n'y a rien de grave, c'est juste qu'ils sautent parfois. » Elle m'a répondu en haussant les épaules. « J'aimerais bien m'arrêter pour discuter, mais je dois vraiment y aller. J'ai été ravi de vous rencontrer, Magali. » J'ai essayé de comprendre ce qui n'allait pas avec les enfants, alors que je m'avançais pour partir. Les escaliers me laissent toujours aussi perplexe. « Au fait, nous avons un comité des résidents. Vous devriez venir à une de nos réunions. Elles ont lieu tous les mardis en alternance. Ce mardi, c'est chez Stéphanie, dans l'appartement 31. Venez donc, nous serions ravis de vous accueillir. » Suggère Magali en me faisant signe de partir. Après ma rencontre avec Magali, j'ai franchi la porte avec un sentiment de malaise. Chaque minute passée dans cet endroit rendait la note plus réelle. Chaque mot sortait de la page et entrait dans ma vie. Il était de plus en plus probable que Julia soit vraiment partie. J'ai pris le bus à partir d'un arrêt situé non loin des appartements. J'ai eu l'impression qu'il fallait une éternité pour atteindre le petit quartier de banlieue que je cherchais. À 5 minutes de marche de l'arrêt de bus où je suis descendu, je me suis retrouvé face à un petit bungalow pittoresque, appartenant à Nathalie et Tony Lafleur. J'ai frappé à la porte. Le vieil homme qui m'a ouvert avait l'air fragile. Il devait avoir dans les 70 ans, avec des cheveux blancs ondulés soigneusement ramenés en chignon. 2 longues mèches pendaient et adoucissaient son visage ridé. Il portait une salopette bleue poussiéreuse et sentait la fumée de cigarette éventée. « Puis-je vous aider ?»« Je m'appelle Benoît. Je cherche Prudence Perret. » Je répondis. Ses yeux s'écarquillent légèrement. « Pourquoi ?» demanda-t-il bizarrement. « Est-il ici ? C'est privé. » Le vieil homme m'a fait entrer dans la maison et m'a fait asseoir sur un canapé. En quelques minutes, une tasse de thé était posée devant moi. Il ne m'a rien dit pendant un moment, nous nous sommes regardés l'un et l'autre. Puis il a finalement rompu le silence. « Je me demandais si tu essaierais de me retrouver. J'ai mis du temps à décider si je devais laisser ce mot ou non, mais j'ai décidé que tu méritais une longueur d'avance.
C'est plus que je n'ai jamais eu. C'est lui. Cet homme, c'est Prudence. Il n'avait rien à voir avec ce que j'avais imaginé. Il semblait dur et endurci et parlait d'un ton plutôt direct. Son petit accent à moitié britannique et à moitié je ne sais trop quoi m'intriguait beaucoup, et sa façon de parler était peu naturelle. Mais cette pensée ne m'a effleuré l'esprit que quelques secondes, car il continua à parler de nouveau avant que je puisse demander quoi que ce soit d'autre. Magali m'a appelé à l'instant. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré le nouveau locataire. Elle m'a dit que tu avais l'air secoué, que ma note n'était peut-être pas suffisante. Je ne voyais pas l'intérêt de parler des escaliers. Tu sais, le comité voulait organiser une réunion avec toi, le jour de ton aménagement, mais je leur ai dit que c'était indiscret. Le comité m'a toujours semblé un peu excessif. Il parlait avec désinvolture, comme si de rien n'était. « Nous avons passé une nuit dans cet endroit avant de trouver votre note. Ma copine était déjà partie travailler à 3h15 et elle a pris l'ascenseur. » J'ai craqué en lui racontant ce qui s'était passé. Son visage s'est décomposé, et mes espoirs pour Julia se sont envolés. Je suis vraiment désolé. Je ne sais vraiment pas quoi te dire. Je pensais que mon mot te parviendrait à temps. Il marmonna, le visage vers le sol, refusant de me regarder, alors que les larmes coulaient sur mon visage. « Elle est morte, n'est-ce pas ? Je ne voulais pas l'accepter, mais j'ai parlé au facteur et votre visage dit tout ce qu'il faut. Le facteur m'a dit qu'il y avait peut-être un moyen de la récupérer. » J'ai insisté, dévasté et en colère. « Elle n'est plus là. Tu ne peux pas la récupérer. Ce à quoi il fait référence n'est pas ce que tu penses. Il y a un moyen de ramener les gens à l'ascenseur, mais pas autant qu'eux-mêmes. Crois-moi, je l'ai appris à mes dépens. Une fois qu'ils sont revenus, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis désolé pour ta copine, mais elle est partie pour toujours. Ne réfléchis pas à ta solution. Être parti pour toujours est plus chanceux que cette alternative. » Il ne lève toujours pas les yeux du sol. « Qu'est-ce que vous voulez dire ?»« Je ne veux pas en parler. J'ai dit dans la note qu'il y a des choses dont je préfère ne pas parler, et j'ai besoin que tu respectes ça ou je ne te parlerai plus du tout. Maintenant, passe à autre chose et demande-moi ce que tu as à me demander. » Prudence me coupa la parole. Je décidai de ne pas pousser le sujet plus loin et passer à d'autres choses que j'avais besoin de savoir. « Qu'est-ce qui se passe avec les enfants de Magali ? Ils ont l'air gentils et normaux, mais il y a vraiment quelque chose qui cloche avec eux. » Ces petites créatures démoniaques sont tout sauf normales. Il répondit en grimaçant légèrement à leur évocation. Lorsqu'elle a accouché, Magali n'a jamais pu se rendre à l'hôpital. Ils ont été les premiers enfants à naître dans le bâtiment et avec tout ce qui se passe, c'est comme si quelque chose avait été sur eux. Ce sont des enfants normaux dans la journée, mais ils ne dorment jamais. La pauvre Magali n'a pas eu un jour de repos depuis leur naissance. Ils adorent aussi voler les oiseaux et les rats avec lesquels les chats jouent et tourmentent. Ça énerve beaucoup les chats. Alors qu'il finissait de parler, un petit chat sans poil sortit de derrière un fauteuil de l'autre côté de la pièce, en miaulant doucement. Il frôla de sa tête les jambes exposées de Prudence, laissant des marques de brûlure là où il les touchait. Prudence ne réagit pas. Il tendit la main et caressa le sommet de la tête du chat, souriant tandis qu'il ronronnait. Il a gloussé, a sorti une boîte et a allumé une cigarette, tapotant la couche supérieure de cendre dans un petit plat d'argent devant lui. Il m'en a offert une et je l'ai prise avec plaisir. Les chats ont toujours été mes bons amis. Je ne pouvais pas quitter le bâtiment sans apporter une partie avec moi. Ce petit gars, c'est Doudou. Il en a vu des choses. Il s'extasie, ne quittant pas le chat des yeux. « Mais d'où viennent-ils ? Pourquoi sont-ils partout ?» j'ai demandé. Regardant avec incrédulité, ses brûlures se calmaient. Cela semblait impossible, mais j'ai regardé mes bras à l'endroit où j'avais ramassé le chat la veille, et il n'y avait aucune trace de ce qui s'était passé. Il n'avait même pas l'air d'avoir pris un coup de soleil. Mes bras n'avaient aucune brûlure. Personne ne le sait vraiment. Ils ont commencé à apparaître à peine incendie, quelques années après que j'ai emménagé. La rumeur disait qu'ils étaient les animaux de compagnie des habitants qui avaient brûlé, et que c'était pour ça qu'ils n'avaient pas de fourrure. Mais je ne pense pas que ce soit vrai. Je l'ai interrompu. J'ai rencontré une de ses voisines hier soir. Elle a dit qu'elle s'appelait Claire. Elle a failli tuer mon meilleur ami. Vous êtes fou de penser que votre mot était un avertissement suffisant. Je me suis emporté avec émotion. Écoute, mon gars, si j'avais fait des pieds et des mains pour t'avertir,
You m'aurais pris pour un fou et tu aurais défié les règles. Tu serais déjà mort. Sois reconnaissant d'avoir obtenu quelque chose. Moi, je n'ai rien eu. J'ai dû me débrouiller. Ta génération est tellement gâtée. Il m'a fait part de sa frustration. J'étais en colère, mais il avait probablement raison. Un homme âgé me disant que des créatures comme des rats dévoreraient ma petite amie dans un ascenseur m'aurait probablement fait rire il y a quelques jours. Je suis resté silencieux et j'ai attendu qu'il se calme. Au bout d'un moment, il a soupiré et a recommencé. Je pense que les chats sont les voisins qui ont brûlé. Ils n'ont jamais voulu faire de mal et de plus, je trouve ça assez impensable qu'autant de chats vivent au même étage, au même instant. Les imposteurs ne correspondent même pas aux résidents décédés dans l'incendie. Aucun d'entre eux ne ressemble ou ne prétend avoir le même nom que les personnes décédées. Ils prétendent simplement vivre dans leur appartement. J'ai déjà rencontré Claire. Elle a laissé une vilaine cicatrice sur la jambe de Thérèse à la suite d'un accident. Avant l'incendie, il y avait un système de vidéosurveillance. Eh bien, un enregistrement qui montre une quinzaine de personnes marchant dans les appartements et jusqu'à cet étage, environ une demi-heure avant le début de l'incendie. C'est la seule preuve que l'on ait trouvée. La vidéosurveillance n'étant pas très performante dans les années 80, ces personnes n'ont jamais été identifiées, et des flammes ont fait fondre les caméras concernées, si bien qu'on n'en a jamais rien su. Je pense que les personnes qui sont entrées cette nuit-là sont celles qui demandent du sucre. Je n'en sais pas plus, mais si tu les évites comme je l'ai dit, tu n'as pas besoin d'en savoir plus. Ils détestent les chats. Souviens-toi-en. J'espère que ton ami Sébastien survivra, mais j'ai vu ce que ces gens peuvent faire. Alors peut-être qu'il valait mieux qu'ils soient morts. Prudence a continué à caresser Doudou. Je regardais la peau de ses doigts fondre et se tordre à son contact. « Qu'est-il arrivé à votre femme ?» J'ai posé la question si rapidement que je n'ai pas eu le temps de penser qu'il s'agissait d'un sujet qu'il avait explicitement déclaré ne pas vouloir aborder dans la note. Mais je devais savoir. Il m'a regardé d'un air renfrogné. J'ai dit que je ne voulais pas parler de ça. Il a répondu sèchement. « Je viens de perdre l'amour de ma vie. J'ai besoin de réponses. » Je l'ai supplié. Ce qui est arrivé à Thérèse ne t'aidera pas. Je sais que tu penses que tous les décès dans ce bâtiment sont dus aux bizarreries, mais ce n'est pas le cas. Pour l'essentiel, en tout cas. N'oublie pas que nous vivions là depuis 35 ans. Thérèse connaissait les règles. Nous savions comment prendre soin de nous et mener une vie heureuse. C'était notre maison. Thérèse était atteinte de démence. Ça a commencé environ 6 mois avant sa mort et son état s'est détérioré très rapidement. Vers la fin, elle a commencé à errer. Les médecins ont dit que c'était courant, mais dans notre situation, c'était incroyablement dangereux. Je ne peux pas compter le nombre de fois que je l'ai éloigné de l'ascenseur juste à temps. Emprise d'errer, elle oubliait les règles. Elle a laissé entrer 3 fois cette affreux laveur de vitre. Grâce au gros tuyau métallique que j'ai gardé près de la porte du balcon, j'ai réussi à le chasser dehors. Rien ne l'empêche de revenir. Je suis sûr que tu le connais déjà. Après toutes les situations dangereuses dans lesquelles Thérèse s'est retrouvée, elle a fini par commettre la plus petite et la plus fatale des erreurs. Elle a laissé un bol de nourriture à Doudou à 10 heures du matin. J'étais sorti faire des courses avec Magali et quelques filles du comité et quand je suis revenu, j'ai trouvé une de ces horribles créatures. Prudence s'est mis à pleurer. J'ai posé ma main sur son épaule pour tenter de le réconforter. Après tout, je savais vraiment ce qu'il ressentait. Elle était en train de la manger. Il renifla et se stabilisa pour continuer, en déplaçant ma main. J'ai chassé la créature avec le même tuyau métallique que celui du nettoyeur de vitres et j'ai poussé Thérèse du balcon. Je ne voulais pas que l'on sache ce qu'il avait vraiment tué. Ce sont des dents. Il frissonna. Elle faisait un bruit affreux. Ça me rappelait... Théa! J'ai terminé sa phrase. Je ne l'avais pas fait exprès. Je m'étais tellement investi dans son histoire que je n'avais pas pu m'en empêcher. Je suppose que tu as parlé à Yves. Il a dit d'un air résigné. Je n'ai jamais voulu faire de mal à ma petite fille. Je l'aimais tellement. Des larmes coulèrent sur ses joues ridées. Doudou, qui était maintenant assis à côté de lui sur le canapé, se rapprocha comme pour le câliner. « Vous n'avez jamais eu envie de la récupérer ?» demandai-je en pensant aux méthodes évoquées par Prudence et le facteur. « Julia me manque tellement. Je ferai n'importe quoi pour qu'elle revienne. » Son visage se remplit d'une expression d'horreur et de honte. Bien sûr que si. C'est exactement pour ça que je te dis de ne pas le faire.
Mais je ne pouvais pas laisser tomber. « Je ne peux pas rester là à me croiser les bras, il faut que vous m'aidiez. C'est mieux que de ne rien faire, non ?» J'ai insisté. Je regrette de ne pas l'avoir fait. Prudence, frustré, se leva et me fit signe de le suivre. Il me conduisit à l'extérieur dans le jardin arrière du bungalow. Au fond, il y avait un grand hangar, le genre de cabane que les gens utilisent comme maison d'été. C'était joli, le soleil éclairait les quelques toiles d'araignée dans les coins et les faisait scintiller. Monsieur Perret a pris soin de regarder dans les 2 jardins voisins pour s'assurer qu'il n'y avait personne avant de déverrouiller la porte de la remise. Nous sommes entrés et la première chose qui m'a frappé a été l'odeur. Elle était putride, comme de la viande en décomposition. J'ai regardé le sol et je me suis couvert le nez avec mes mains. J'ai suivi les traces de sang des yeux pendant que Prudence nous enfermait dans le hangar. Puis, après avoir dépassé les ossements d'animaux, j'ai enfin vu ce qui se passait. Comme l'avait décrit le facteur Yves, l'une de ces putains de créatures m'observait depuis une cage à chiens, en métal robuste située dans un coin de la remise. Elle avait l'air renforcée, mais le métal portait encore des traces de morsure. Leur mâchoire devait être puissante pour provoquer ça. Son nez de rongeur et ses yeux de fouine, qui ressemblaient pourtant à des yeux humains, n'étaient rien en comparaison des 2 rangées très visibles de dents, acérées et déchiquetées, qui bordaient chacune de ses gencives. Malgré sa petite taille, la créature était terrifiante. Prudence a ouvert un tiroir dans un placard poussiéreux à l'autre bout de la pièce et en a sorti une boîte de nourriture pour chien, dont il a versé le contenu dans le bol et qu'il a fait passer par la trappe d'alimentation. La cage était équipée d'un dispositif de sécurité qui empêchait l'animal d'accéder à la nourriture tant que la trappe n'était pas verrouillée de l'extérieur. Je lui en suis reconnaissant. Prudence s'est tourné vers moi et a parlé. Il a balayé une de ses mèches de cheveux qui encadrait son visage derrière son oreille. Faisant un geste vers l'affreuse créature, il me dit alors Mon cher Benoît, j'aimerais te présenter ma petite fille, Théa.